Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire sur la gamification et méthode pour engager ses utilisateurs. Alors, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à faire un petit message dans le chat pour que je vois que ça fonctionne bien. Je regarde à côté aussi directement sur LinkedIn. Ok, j'ai enfin le retour sur LinkedIn, donc ça fonctionne. N'hésitez pas à me dire si vous êtes là. Généralement, je sais que le midi, il y a toujours un petit peu de délai avant d'avoir son repas pour manger devant le webinaire. Donc, je vais attendre un petit peu, mais on peut déjà prendre le temps de faire un peu de connaissance. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir un petit peu quel est votre niveau de connaissance de la gamification. Et plus spécifiquement, j'aimerais bien savoir quel est le dernier projet que vous avez identifié de la gamification et sous quelle forme. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'on n'a pas forcément tous la même définition de la gamification, on n'a pas forcément la même façon de voir ce que c'est. Et du coup, ça peut être assez chouette de partager tout ça. Merci Maxime pour le message, comme ça me permet de voir effectivement que les commentaires fonctionnent. Moi, la gamification, forcément, j'en vois un petit peu partout parce que c'est mon activité pro de faire du conseil là-dedans, donc je fais toujours un petit peu de veille. Mais je suis parti il y a maintenant 6 mois au Japon pendant un mois. C'était vraiment des vacances. Le but, c'était pas de faire du benchmark sur la gamification au Japon. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'éléments qui faisaient écho à la gamification dans leur façon de vivre, de promouvoir le patrimoine, la culture, de réaliser des achats, etc. Donc, j'en ai fait un webinaire. Donc, si ça intéresse des gens, vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube Feedback. Je parle pas mal d'éléments que j'ai pu voir sur la gamification au Japon. Mais je pense qu'il y a plein d'autres endroits, bien sûr, où on peut voir de la gamification. Donc, avant de commencer, d'aller un petit peu plus loin dans le webinaire, je vous invite à mettre en commentaire s'il y a des projets de gamification ou des projets, sans parler nécessairement de gamification, mais où il y avait des éléments particulièrement engageants, des choses que vous avez pu voir. N'hésitez pas à le mettre en commentaire, sachant que je réagirai en fonction un peu de ce que je vois dans vos commentaires avec forcément un petit peu de délai entre moi l'outil que j'utilise pour Stream et ce qu'affiche LinkedIn. Je commence quand même à avancer un petit peu dans le webinaire pour pas forcément perdre de temps et quand même finir à 13h30. Donc au programme de ce webinaire, donc c'est quelque chose qui m'a été pas mal demandé quand j'ai proposé différents formats de webinaire, c'est de revenir un petit peu sur c'est quoi la gamification, des exemples, etc. Revenir finalement un peu aux bases, parce que il y a de plus en plus de personnes qui découvrent la gamification. Et je vais aussi parler un petit peu de méthodo, d'outils pratiques, de comment on fait de la gamification. Et un sujet qui revient pas mal aussi, et donc que je vais discuter avec vous ce midi, c'est l'usage de l'IA dans la gamification. Peut-être que ça inspirera suffisamment d'échanges pour dédier un webinaire à cette question-là, peut-être pousser un peu plus des exemples, etc. Et enfin, je vous parlerai des futurs webinaires et formations, parce qu'il y a pas mal de choses qui se présentent à l'avenir. Donc, potentiellement, si vous êtes ici, ça peut vous intéresser d'être au courant de la suite. Salut Lina. Oui, sur le sujet, pas trop aujourd'hui, mais ça m'intéresse pour ton répondre dans les formations. Ça marche. Alors, on va parler un petit peu de tout ça, et puis tu vas voir que il y a vraiment pas mal de façons d'intégrer de la gamification dans les projets de façon générale. Donc ça, c'est le programme. Donc d'abord, commencer par c'est quoi la gamification, des exemples, pardon, méthodologie et outils pratiques, IA, et puis la suite du calendrier. Donc, pour faire un peu plus connaissance pour ceux qui me connaissent pas. Donc moi c'est Alexandre Duhart, je suis expert en gamification, je suis fan aussi de jeux de façon générale,
notamment de World of Warcraft, qui est un des jeux qui m'a permis de faire le parallèle entre la gamification, ce qu'on peut en faire dans des projets concrets, comment on arrive à créer de l'engagement. Et donc, voilà, ce que je pouvais voir dans mes projets il y a une dizaine d'années sur tout ce qui était conduite du changement dans l'écologie. Donc, c'est grâce à ce jeu, entre autres, que j'ai décidé de me lancer dans la gamification. Juste pour vous parler un petit peu de mon parcours, en fait, moi, ça fait du coup 9 ans que je suis consultant indépendant en gamification. J'ai beaucoup travaillé donc à l'avenir. Dans le passé, j'ai travaillé pour des projets essentiellement de sensibilisation et de pédagogie, conduite du changement, etc., en lien avec l'écologie, parce que j'ai un master en sciences de l'environnement. Et au fur et à mesure d'expérimentation et de projets, j'ai ouvert à d'autres thématiques et donc j'accompagne de façon générale maintenant des projets qui ont besoin d'engagement grâce à la gamification, que ce soit pour des startups, des grands comptes, des acteurs publics, et ça peut prendre pas mal de formes, même si un des sujets qui revient le plus, ça va être vraiment le comment rendre engageant un outil numérique, donc, notamment pour des startups, et comment réussir à sensibiliser sur des sujets qui sont complexes via des ateliers ludiques, via la création de jeux pédagogiques, ce genre de choses. Ça fait donc un certain nombre d'années que je fais de la gamification et quelque chose que moi j'aime bien, c'est à la fois partager ce que je fais dans la gamification et outiller la gamification, la démarche, essayer d'être plus efficace, d'améliorer les pratiques de façon générale. Et donc j'ai créé pas mal d'outils. Alors par exemple, j'ai créé les gamificards qui sont ici, donc un jeu de cartes pour avoir plus facilement des idées de gamification. On va en parler dans le webinaire. J'ai aussi créé différents canevas, j'ai écrit la boîte à outils de la gamification. La deuxième édition est sortie il y a à peu près un an maintenant. Et je fais des actions de formation, d'animation de communauté, etc. autour de la gamification, parce que c'est quelque chose qui me passionne. Et je suis persuadé que c'est en discutant avec d'autres personnes, que ce soit des personnes qui débutent ou des personnes qui pratiquent depuis longtemps, qu'on arrive à progresser sur ces questions-là. Hello Melek, n'hésite pas à dire s'il y a des projets de gamification ou des trucs que tu as vus qui t'inspirent sur ce sujet-là. Donc là, moi, je me présentais. Donc l'idée, c'est juste de retenir que j'aime bien voilà, créer des outils pour faire plus facilement de la gamification et que ça fait un paquet d'années maintenant que j'accompagne des clients très variés sur ce sujet. Donc, on va parler justement de qu'est-ce que c'est la gamification. Je pense que ça fait partie de ce qui est voilà, assez nécessaire, c'est de se fixer sur c'est quoi la définition de la gamification. On n'a pas forcément tous la même définition, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. On va les réponses un peu à la volée. Donc la gamification, pour moi, chez Feedback, c'est une méthode qui consiste à appliquer des mécanismes ludiques à un processus, une application, une situation concrète, afin d'atteindre des objectifs spécifiques. Donc cette définition, elle a plusieurs mots qui sont gras, c'est des mots qui sont importants. Donc la gamification, bien sûr, je pense que tout le monde en a conscience et c'est présent dans le terme game, de gamification, c'est qu'on va s'inspirer de ce qui fonctionne bien dans les jeux, on va le transposer sur donc, des situations concrètes. On va prendre le départ de progression, la narration, etc. Bref, plein d'éléments ludiques pour faire de la gamification. Ça, je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord. Les deux autres points sont un peu plus spécifiques. Le premier, c'est que donc, la gamification, pour nous, c'est une méthode. Donc, vu que c'est une méthode, ça veut dire qu'il y a des étapes clés à faire pour qu'on arrive à faire de la gamification correctement. Donc ça, c'est quelque chose qui va venir en seconde partie de ce webinaire, parler un petit peu des étapes clés, des outils qu'on a créés pour favoriser euh, la gamification efficace. Et donc, c'est aussi important de se dire que c'est pas juste une question d'être créatif, c'est pas juste une question de jouer à plein de jeux, en fait, il y a vraiment plein d'étapes que vous pouvez apprendre pour améliorer votre pratique de la gamification. Enfin, un élément qui est assez important, c'est de se dire que la gamification elle répond à des objectifs spécifiques. Donc, en fait, quand j'ai des clients qui viennent me voir pour faire de la gamification, ils ont plus ou moins déterminé les objectifs, on va les raffiner, on va essayer d'être plus précis pour se dire, OK, la gamification, en fait, elle va servir à ça et à ça. Ce truc-là, c'est peut-être un peu moins important. Et donc, ça va nous aider, en fait, à créer de la gamification qui est pertinente pour ce projet. Donc, c'est vraiment quelque chose de crucial et que pas mal de personnes mettent un peu de côté dans la gamification, parce qu'on se dit bah, c'est juste être créatif, c'est juste créer des jeux, etc. Et donc voilà. Avec cette définition, vous voyez bien que les objectifs, c'est crucial. Alors la gamification, ça sert à plein de choses, ça sert à favoriser les passages à l'action.
C'est quelque chose qui va permettre de booster la motivation, changer les comportements, et ça permet surtout de générer de l'engagement sur la durée. Donc finalement, ça peut servir à plein de choses, ça peut servir dans les formations, ça peut servir dans le marketing, ça peut servir à inciter des personnes à utiliser régulièrement une app pour apprendre une langue ou des choses comme ça. Donc finalement, la gamification, elle se prête à plein d'usages, et c'est pour ça que moi j'aime bien faire de la gamification, c'est que ça me permet de travailler avec des clients assez variés et de découvrir plein de choses à côté de cette expertise-là qui est au cœur de ma pratique. La gamification, si vous êtes ici, c'est que c'est quelque chose qui vous intrigue, qui vous passionne, mais il y a des personnes qui n'ont pas forcément envie de parler de gamification parce qu'ils ont peur que ce soit infantilisant, que ce soit pas professionnel, etc. Il ne faut pas oublier que concevoir une stratégie de gamification, c'est faire un plan pour générer de l'engagement. Et générer de l'engagement, tout le monde veut ça. Donc vous pouvez vraiment parler d'engagement, de comment vous allez fidéliser les utilisateurs, comment vous allez engager les apprenants pour qu'ils retiennent mieux les contenus que vous avez envie de leur faire passer, etc. Et ça, du coup, c'est quelque chose qui va passer partout. Vous n'aurez pas de problématique à parler d'engagement, quelle que soit la structure ou le client avec lequel vous travaillez. Donc la gamification, une question qui revient très souvent, c'est est-ce que c'est un jeu? C'est quoi un peu la différence entre les deux? Donc la gamification, si on revient sur la définition que je vous ai donnée, et qu'on va simplifier un peu, c'est qu'on va intégrer des éléments ludiques, barre de progression, narration, etc., dans une situation concrète pour favoriser de l'engagement, des changements de comportement, etc. Dans les serious games, ou jeux sérieux, on va être sur une approche un petit peu différente. On va plutôt intégrer des éléments sérieux, donc ça peut être des messages pédagogiques, ça peut être de la sensibilisation, ça peut être des éléments marketing, dans un jeu concret. Et ensuite, on va espérer que, notamment avec un débrief peut-être, on va espérer que les personnes qui ont vécu le jeu vont changer de comportement, vont passer à l'action, etc. Donc on est sur une approche qui est un peu plus indirecte, alors que la gamification, c'est quelque chose d'un peu plus direct. Exemple, vous avez envie de booster le covoiturage de votre entreprise, la gamification, c'est d'organiser un challenge sur 3 semaines et récompenser la personne qui a fait le plus de covoiturage avec des personnes différentes. Comme ça, vous incitez des nouvelles personnes à tester le covoiturage et on récompense directement le bon comportement qui est de faire du covoiturage. On est sur une approche assez directe. Des fois, ça peut être assez, d'ailleurs, frugal hein, comme gamification, c'est-à-dire que là, on n'a pas forcément besoin d'un site web, on n'a pas besoin d'app, on peut très bien faire quelque chose d'assez simple pour comptabiliser le nombre de covoiturages faits par personne sur ce challenge. Et c'est quelque chose qui marche assez vite. Du côté serious game, donc on est plutôt sur la création d'un jeu, et donc on pourrait très bien imaginer créer un jeu de plateau où les joueurs vont devoir se déplacer dans la partie, et les personnes qui font du covoiturage ont des bonus, ont des avantages, vont aller plus loin, vont dépenser moins de ressources, etc. Et donc, à la fin du jeu, on peut faire un moment de débrief et dire, bah, en fait, voilà, le covoiturage a plein d'intérêts, et donc, ce serait bien d'essayer de faire du covoiturage dans notre structure. Ces deux approches différentes, dans les deux, il y a de la, comment dire, il y a de l'apport un peu pédagogique, sérieux, etc. Et il y a du ludique. On ne va pas forcément traiter quand même ces deux projets de la même façon. Et donc moi, je peux faire de la gamification et du serious game, mais ma spécialité c'est la gamification, donc c'est de ça dont on va parler dans la suite du webinaire. Si vous avez envie de parler de serious game, il y a un autre webinaire qui arrive bientôt où on va comparer les gamificards avec les mécanicards, donc cartes qui sont juste à côté, hop, ici, qui sont un jeu de cartes pour générer plutôt des idées, des concepts de serious game. Et donc, si vous avez envie de voir plutôt l'approche serious game, moi je vous conseille de revenir sur un futur webinaire mi-mars qui va permettre de comparer justement gamificart et mécanicart, et forcément, on fera le parallèle gamification et serious game. Donc, ici, on va se concentrer plutôt sur la gamification. Et quand on travaille sur la gamification, donc il y a plein de façons de faire la gamification. Et donc, moi, ce que j'utilise comme concept pour réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire en termes de gamification, c'est le 9 leviers d'engagement. Donc, c'est un modèle plutôt conceptuel qui sert vraiment à travailler sur des projets, et pas forcément de vérité scientifique derrière. On a plein de sources qui viennent nous permettre de dessiner ces leviers d'engagement, théorie de l'autodétermination, des biais cognitifs, etc. Mais là, c'est pas important. Ce que j'ai envie de vous montrer, c'est vraiment qu'il y a plein de façons de faire la gamification. Et donc, par exemple, si on prend des projets un peu identiques, qui sont Zombie Run et Nike Plus, qui sont deux applications de running qui ont envie que les personnes fassent plus de courses à pied, on a deux approches différentes de gamification. Par exemple, sur Nike Plus, on est sur une approche où la gamification, le service de dépassement de soi, de la performance, et donc on a plein d'éléments, si on regarde, qui vont suivre
par exemple les calories dépensées, le temps de course, le dénivelé, etc. Alors que on a aussi des éléments sociaux sur le classement, le fait de pouvoir partager la course avec les autres, etc. Et donc en fait, si on revient sur le levier d'engagement, on est sur compétences et maîtrise, influence sociale principalement. On est vraiment sur le dépassement de soi et le côté social de l'application. Et donc, quand on regarde des applications qui font du running ou même de façon générale du sport, on est beaucoup sur ces deux leviers d'engagement-là. Et si d'ailleurs on regarde un peu ces écrans et qu'on ne connaît pas bien la gamification, on ne va pas forcément se dire qu'il y a des éléments ludiques dedans. Non, il y a bien des éléments qui sont là pour nous engager, et nous faire courir davantage, et qui sont présents d'ailleurs aussi dans les jeux, tout ce qui est déplacement de soi, collectif, etc., très présent dans les jeux. On pourrait se dire du coup que c'est la seule façon de faire de la gamification dans ce genre de contexte, et donc ce n'est pas le cas. Il y a toujours la possibilité de faire autrement, et donc là, notamment, on a Zombie Run comme exemple qui est assez sympa, qui est donc une application de course à pied aussi, qui va plutôt proposer une approche narrative, c'est-à-dire qu'on va courir avec ses écouteurs et on va être plongé dans un univers post-apo avec des zombies. Et donc, on va avoir envie de continuer à avancer dans l'histoire, et donc on va courir pour ça. C'est un peu comme si on débloquait des épisodes d'une série grâce à notre pratique sportive. Et donc, il y a beaucoup de narration, il y a beaucoup de personnages qui sont doublés, etc. Il y a des mystères, on a envie de découvrir la suite. Mais il y a aussi d'autres choses un peu plus marrantes. Par exemple, quand vous courez, vous allez récupérer des objets qui vont vous permettre de construire au fur et à mesure votre QG. Et si vous entendez des zombies qui se rapprochent derrière vous avec vos écouteurs, il faut aller un peu plus vite, sinon vous allez être rattrapé par les zombies et vous allez perdre les objets que vous avez collectés pendant votre course. Donc, finalement, on est sur une application qui cherche à booster la pratique sportive et la course à pied notamment, mais on a une approche en termes d'engagement qui est complètement différente. Elle ne fait pas du tout le focus sur la performance sportive ou des choses comme ça. Donc en fait, on a deux applications qui ont les mêmes enjeux, les mêmes objectifs, mais qui n'ont pas le même public, parce que dans un cas, on a des personnes qui ont envie d'améliorer la performance sportive et qui sont focus un peu sur le sport, etc., qui aiment ça. Et de l'autre, on a des personnes qui ont envie de faire de la course à pied, parce que c'est bien de faire du sport, mais qui n'ont pas envie de se concentrer là-dessus et qui ont envie plutôt voilà, de penser à autre chose pendant leur course. Et donc, on a deux approches qui sont assez différentes ici. On a quelque chose qui, en termes de gamification, du côté de Nike+, d'ailleurs, est assez neutre. Hein. On ne voit pas trop le côté gamification si on ne s'y connaît pas. Et par contre, sur Zombie Run, on voit bien qu'on est dans un univers un peu fantastique, etc. Donc, c'est assez intéressant de comparer les deux. Et c'est vraiment pour vous illustrer que quand vous travaillez sur un projet de gamification, quel qu'il soit, en réfléchissant au levier d'engagement différemment, on peut orienter la gamification et faire quelque chose qui est plus pertinent pour notre projet. Alors, je vais vous donner quelques exemples, mais je pense que vous pouvez aussi regarder de votre côté et peut-être partager des exemples de gamification qui vous paraissent inspirants si vous en avez sous le coude. Mais je vais vous en présenter quelques-uns, des classiques et un peu plus récents. Et donc, il y a Manon qui nous partage un autre outil pour les serious games qui s'appelle le deck. Et ben, je ne connaissais pas. Je regarderai ça après cette intervention webinaire. Très chouette. Effectivement, il y a toujours d'autres outils, hein. Par exemple, il y a aussi Ludo Vortex. Je ne l'ai pas juste à côté de moi, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais il existe de plus en plus d'outils, effectivement, pour faire de la gamification ou des choses. Ok, du coup, entreprise qui utilise la gamification avec succès, il faut se dire que vraiment la gamification, du fait que ce soit quelque chose qui permette de générer davantage d'engagement et que l'engagement, c'est actuellement une ressource assez clé pour développer son projet, on peut vraiment se dire que ça va être un élément différenciant pour le futur. Donc là, des exemples assez classiques, moi, que je cite très souvent, parce que je l'aime bien, c'est LinkedIn, il est assez simple à comprendre. LinkedIn est un réseau social professionnel, vous êtes sur LinkedIn pour voir cette intervention. Et un des enjeux de LinkedIn, c'est que les gens restent connectés régulièrement, parce que s'ils se connectent une seule fois pour mettre leur CV, c'est peut-être pas suffisant pour trouver du travail, pour trouver des clients, et ça nuit aussi aux autres utilisateurs qui sont présents et qui ont besoin de réseau, en fait, qui ont besoin d'échanger avec des personnes. Et donc, ce qu'a fait LinkedIn, c'est qu'ils ont mis en place une barre de progression. Alors, la première version, c'était à droite. C'est un cercle qui se complète au fur et à mesure qu'on améliore notre profil. Et maintenant, on a une barre de progression qui est beaucoup plus lisible, avec des crans, des récompenses intermédiaires, etc. Et l'idée de tout ça, c'est d'inciter les gens à compléter leur profil et à avoir suffisamment de contacts sur LinkedIn pour avoir un intérêt à s'y connecter régulièrement, voir les news, échanger avec les gens, etc. Et si on fait ça, ça permet en fait tout simplement d'avoir une dimension complètement autre sur LinkedIn, d'avoir des échanges, etc. Et donc LinkedIn derrière peut monétiser euh, avec de la pub, avec des profils premium, etc., d'autres fonctionnalités.
Et donc, c'est quelque chose qui vient très vite dans l'expérience utilisateur. C'est dès l'onboarding, on a cette barre de progression qui est cruciale pour améliorer donc, le fait que les utilisateurs ils comprennent à quoi sert LinkedIn et qu'ils y reviennent plus souvent. C'est un exemple très simple, la barre de progression, c'est très classique, mais c'est un des exemples que moi j'aime beaucoup. Alors, je vous parle de Duolingo aussi, parce que Duolingo, on en entend beaucoup parler en ce moment, donc je pense que tout le monde connaît. C'est une application gratuite pour apprendre les langues. Ça comporte plein de micro-challenges, et notamment, ce qui est intéressant, c'est que Duolingo arrive à très bien fidéliser les utilisateurs. Ils vont rester très longtemps connectés sur la plateforme pour améliorer leur série de victoires quotidiennes, qui est représentée par une flamme. Là, ici, on voit qu'on est à 0. Mais à chaque fois qu'on complète les objectifs du jour, notre flamme, elle va augmenter en niveau. Et quand on ne se connecte pas sur une session, on va perdre notre flamme. Et donc, on a vraiment envie de garder la flamme active le plus longtemps possible. Et donc, c'est une des façons que Duolingo a de fidélisé sur la plateforme. Donc ça marche vraiment très très bien. C'est un des exemples les plus cités en termes de gamification. Parce qu'au-delà de ça, il y a énormément d'aspects de gamification qui sont importants. Et vu que l'application est gratuite, c'est assez simple de faire simplement les premiers pas sur là pour se rendre compte du potentiel de la gamification dans l'apprentissage des langues. Parce que pour rappel, pourquoi il y a de la gamification dans l'apprentissage des langues? C'est tout simplement parce que c'est très long d'apprendre les langues, ça demande beaucoup d'efforts et on n'a pas forcément conscience de progresser quand on apprend les langues. Et donc, le fait d'avoir de la gamification qui vient rassurer sur la progression de l'utilisateur et le récompenser parce qu'il se connecte régulièrement, c'est quelque chose qui marche très bien. Mais dans une dimension beaucoup plus légère et moins numérique, les ceintures colorées dans la plupart des sports d'arts martiaux, judo, karaté, etc., c'est exactement la même chose. Les ceintures sont là pour rassurer l'utilisateur sur le fait qu'il est bien en train de progresser vers son objectif, d'être meilleur dans sa pratique. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire si on est juste content de pratiquer pour pratiquer. Et d'ailleurs, au Japon, généralement, il y a ceinture blanche, ceinture noire, il n'y a pas forcément les intermédiaires. On est vraiment sur quelque chose qui est un peu culturel, si vous voulez. Alors, un autre exemple que je connaissais un peu de nom, mais que j'ai exploré un peu plus récemment, donc c'est The Conqueror. Je ne sais pas si vous connaissez, on est à nouveau sur quelque chose qui va favoriser la pratique sportive. C'est des médailles collector que vous allez pouvoir débloquer en fonction de votre pratique sportive. Donc, le concept est assez simple, c'est vous vous engagez à faire telle pratique. Par exemple, je vais faire de la marche et je vais m'engager à marcher, je ne sais pas, 80 km, puisque ça correspond, par exemple, au parcours de Frodon, de la Comté, jusqu'aux mines de la Moria. Et donc, je prends cet engagement-là, je vais documenter ma pratique sportive au fur et à mesure de mon avancée, et donc je vais avoir des news, je vais avoir des choses qui se débloquent sur mon application, mais surtout quand je vais finir le parcours, je vais débloquer la médaille. Et la médaille, donc, elle est vraiment belle, en relief, etc. Et donc on va pouvoir même les collectionner. Et donc on est sur quelque chose qui coûte assez cher en vrai, mais qui va vraiment motiver les personnes à aller plus loin et à se dépasser pour atteindre leurs objectifs. Parce qu'à la fin, il y a une belle médaille qui se débloque. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant de montrer aussi une autre façon en fait, de faire de la gamification avec un peu de physique aussi. Ça peut fonctionner si ça a du sens pour les utilisateurs. C'est toujours ça la question. Un autre exemple que je trouve assez sympa, parce qu'il utilise un levier d'engagement d'une façon un petit peu particulière, c'est Forest. Donc, Forest, c'est une application qui a pour objectif d'aider les personnes à se concentrer sur une tâche en particulier sans utiliser le téléphone. Ça existe aussi sur PC. Et donc, on va définir un temps. Donc, par exemple, pendant 2 heures, je n'ai pas envie d'utiliser mon téléphone et je vais me concentrer sur, je ne sais pas, un article que j'ai envie d'écrire, un bouquin que j'ai besoin de lire, etc. Et donc, pendant ce temps, il y a un arbre qui va pousser sur l'application. Et donc, si on utilise le téléphone avant la fin du temps requis pour faire pousser l'arbre, eh ben, l'arbre meurt et donc il rejoint notre forêt sous la forme d'un tronc. Par contre, si on arrive à tenir les 2 heures sans utiliser son téléphone, là, l'arbre pousse complètement et on a un bel arbre qui apparaît dans notre forêt. Et donc, on est sur quelque chose qui joue sur la version de la perte, parce qu'une fois qu'on s'est déjà engagé dans je ne vais pas utiliser mon téléphone et que l'arbre a déjà poussé, notamment s'il est vers la fin et qu'il ne reste plus que quelques minutes à attendre, bah forcément, on va être plus sensible euh, à cet arbre qui pousse et on n'a pas envie de le tuer, en fait, tout simplement. Donc, on est sur quelque chose où on utilise la version à la perte pour rester focus.
sur notre tâche, et c'est quelque chose qui est, je trouve, assez malin, et donc j'avais envie de partager cet exemple-là. Souvent, la version à la perte, on est sur des choses qui sont un peu oppressantes, qui sont pas forcément cool à utiliser de façon à le répéter. Ici, je trouve que ça marche plutôt bien. Un autre et dernier exemple, pour parler de gamification, qui est un peu particulier, parce que j'entends souvent des personnes dire la gamification, c'est ajouter du jeu à des endroits où il n'y a pas de jeu, ou c'est pas ludique. C'est pas forcément le cas. Je préfère ma définition sur la gamification, notamment parce qu'on trouve de plus en plus d'éléments de gamification dans des projets ludiques, que ce soit des serious games, que ce soit des jeux mobiles, que ce soit des jeux vidéo, que ce soit des jeux de plateau. Et donc ici, je vais parler de Buster, qui est un jeu que j'aime beaucoup, où le but est de désamorcer collectivement des bombes. Et donc pour ça, on a différents indices. On va avoir des outils qui vont nous permettre de réinitialiser des chances, qui vont nous permettre d'avoir des infos en plus, etc. Tout ça dans le but donc de désamorcer tous les fils et ne pas exploser. Alors ce qui est intéressant, c'est que la plupart des jeux viennent avec une version. On a une version du jeu et on va pouvoir y jouer plusieurs fois si on a envie, mais il n'y a pas forcément des choses qui changent, à part un petit peu d'aléatoire. Dans Buster, en fait, on est sur un jeu qui est relativement complexe et donc on ne peut pas se permettre d'avoir qu'une seule version du jeu. On va avoir en fait des missions qui vont nous permettre de nous immerger d'abord dans une équipe voilà, qui débute et qui a envie de passer un examen pour devenir des amorceurs de bombes. Et donc on a des premières mécaniques de base qui vont nous permettre de découvrir un peu comment ça joue. Comment ça joue. Mais au fur et à mesure, en fait, qu'on découvre un peu des stratégies, des façons de communiquer avec nos amis, on va se rendre compte que le jeu est de plus en plus simple. Et donc, pour lutter contre ce sentiment de le jeu est de plus en plus simple, Buster nous propose davantage de missions avec donc des nouveaux outils, de la complexité sur des nouveaux fils à désamorcer. Et en tout, donc, on a 66 missions, ce qui est en vrai beaucoup, et qui prend, je crois, à peu près 2-3 semaines de jeu à arriver au bout, en considérant bien sûr qu'on joue toujours avec la même personne. Et donc, Buster, en fait, intègre donc des éléments pour booster sa rejouabilité qui sont issus de la gamification, donc le côté améliorer le jeu avec des nouvelles cartes, le fait de débloquer le challenge, le fait d'avoir des éléments type stickers pour récompenser la progression et dire qu'on a validé notre challenge, etc. On est en fait sur beaucoup d'éléments qui sont présents dans la gamification et qui sont là donc, pour booster l'engagement autour de Buster, sa rejouabilité. Donc ça existe, la gamification, sur des jeux de plateau aussi. Donc, des exemples de gamification physique ou numérique dans les différents leviers d'engagement, il y en a plein. Vous pouvez les retrouver pour une grande partie sur le site Feedback. On a une petite base de données avec plein d'exemples qui sont triés par levier d'engagement et par Gamificart. Et bien sûr, c'est des choses que vous pouvez aussi explorer avec la fresque de la gamification, qui est notre outil en mode atelier ludique, qui permet de découvrir la gamification. Et donc, on prévoit pas mal de dates en ce moment pour participer, que ce soit en ligne ou en présentiel. Et vous aurez toutes les infos à la fin de ce webinaire. Alors, maintenant qu'on a vu plein d'exemples, la question c'est un petit peu comment on fait pour faire de la gamification sur son propre projet. Donc, on va parler un petit peu de méthodos et d'outils pratiques. Alors, bien sûr, il y a énormément de choses à dire sur la gamification en termes de méthodos. C'est pour ça que j'ai aussi écrit un bouquin qui détaille vraiment euh, plein de bonnes pratiques, d'outils, de Canva, etc. pour faire de la gamification. Donc, si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à acheter ce genre de bouquin. Il n'y a pas que le mien, bien sûr. Mais ici, on va se concentrer sur quelques éléments qui sont importants. Donc déjà, nous, ça fait des années qu'on fait de la gamification, donc on a déterminé un petit peu des étapes clés qui nous permettent de s'assurer qu'on avance dans la bonne direction sur la gamification. Et donc, on s'est amusé à faire une méthode qui s'appelle feedback, comme le nom de la boîte, pour discuter de tout ça. Je ne vais pas rentrer dans le détail, donc comme je disais, sur tous les aspects, mais ce qui est important de se dire, c'est que, la gamification, c'est une méthode qui est itérative, c'est-à-dire qu'on va avancer par boucle. Il y a des moments où on va faire des hypothèses, on va trancher des aspects, et peut-être que plus tard, on va devoir revenir sur ces hypothèses, parce qu'on aura appris de nouvelles choses, on aura échangé avec les utilisateurs, on aura fait des tests, etc. Donc c'est assez important de se dire qu'on est dans une démarche itérative jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat qui est satisfaisant pour nous et pour les utilisateurs. Donc, une fois ça dit, dans la méthode feedback, il y a quand même des éléments clés qui reviennent assez souvent. Donc, dans un premier temps,
il y a la notion de cadrage, c'est-à-dire que c'est très important de cadrer le projet et de pas partir directement dans de la créativité, se dire: «Ah tiens, j'ai envie de mettre de la barre de progression, j'ai envie de mettre une flamme comme Duolingo» et cetera. Ça, c'est quelque chose qui est pas pertinent parce que, on va un petit peu trop vite et il est important d'abord de se poser la question de: «OK, c'est quoi en gros le projet? C'est quoi les faits qu'on connaît? C'est quoi les données auxquelles on a accès? Notamment, c'est quoi les objectifs d'engagement qu'on a envie de fixer?» Donc ça, c'est quelque chose qui est assez crucial. Donc ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est se poser la question de OK, c'est qui qu'on doit engager? Comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec l'exemple de Nike Plus et Zombie Run, on a beau avoir le même projet, c'est-à-dire une application qui incite à faire du sport ou de la pratique running, etc. Si on n'a pas le même public, on ne va pas utiliser les mêmes leviers d'engagement et on ne va pas faire donc la même chose en termes de gamification. Donc c'est très important de creuser quels sont les leviers d'engagement qui sont intéressants et d'aller rencontrer les utilisateurs. Ensuite, du coup, on s'intéresse donc aux dynamiques de motivation. Nous, c'est là qu'on va sortir les leviers d'engagement, qu'on va sortir les gamificats, etc. Mais je reviendrai dessus. Le but, c'est d'avoir des idées et d'avoir des idées de préférence pertinentes par rapport à notre projet. Une étape qui est souvent un peu ignorée, mise de côté et pourtant qui est assez cruciale à mes yeux, c'est réfléchir aux bénéfices de la gamification. Alors forcément, on a parlé avant ça d'objectifs. Moi, de mon côté, je suis prestataire, donc j'interviens pour des clients qui savent pourquoi ils ont envie de faire de la gamification, pourquoi c'est important pour eux, pour augmenter leur chiffre d'affaires, pour fidéliser les utilisateurs et donc finalement aussi augmenter le chiffre d'affaires pour réussir à sensibiliser plus de personnes à l'échelle d'un territoire. Et donc, en cas, par exemple, on a travaillé sur les risques d'inondation et incendie. Euh, Bien sûr, s'il y a plus de gens qui sont sensibilisés, on a une meilleure réponse une fois qu'il y a un problème qui se déclenche sur le territoire. Donc, plein de choses qui sont évidentes pour la structure qui fait appel à nous, mais on a tendance souvent à oublier que la gamification, pour que ça fonctionne, il faut aussi que ça apporte des bénéfices aux utilisateurs, aux personnes qui vont vivre l'expérience. Donc ça, c'est important de voilà, se rappeler cet aspect-là et se dire, OK, qu'est-ce que ça va bien pouvoir apporter à mes utilisateurs? Par exemple, Duolingo, la gamification est le service de Duolingo dans le sens où fidéliser, c'est important. Ça va permettre de pousser après des offres qui vont permettre de générer du chiffre d'affaires. Mais Duolingo fonctionne aussi parce que les personnes, elles ont envie d'apprendre des nouveaux langages. Et donc, l'application, elle est là pour les aider, grâce à la gamification, à faire ça. Donc, c'est assez important, cet aspect-là. Ensuite, on a du coup le côté approche, donc c'est comment on va finalement matérialiser l'approche de gamification. On va parler de prototypage, d'engagement, etc. Et le dernier point qui est assez crucial, donc c'est les indicateurs de performance. En fait, tout simplement se dire que la gamification, encore une fois, on ne la fait pas pour rien. Et donc c'est important de, quand on fait des tests, se dire OK, ça fonctionne. On a des retours quali, on a des retours quantiques qui permettent de dire OK, on est suffisamment bien avancé pour déployer la gamification. Ou peut-être pas. Et du coup, à ce moment-là, on retourne sur notre boucle et on voit qu'est-ce qu'on peut modifier pour avancer dans la bonne direction. Donc ça, c'était pour le volet méthode. Comme je disais, si vous avez envie d'en avoir plus d'infos, d'outils, etc., pour les différentes étapes, je vous invite vraiment à aller voir le livre, la boîte à outils de la gamification. Ce sera le plus simple, c'est le plus détaillé. Mais donc, si je reviens un petit peu en détail sur certaines étapes, une des étapes assez cruciales, c'est vraiment de définir les bons objectifs pour son projet et ses utilisateurs. N'hésitez pas si vous avez des questions, mais je vais détailler un petit peu ce point-là. En fait, la gamification, c'est plein de micro-décisions qui vont impacter en fait l'expérience que vivent les utilisateurs. Et donc, si on sait quels sont nos objectifs, on va pouvoir décider à quel moment on intègre tel ou tel élément de gamification, lesquels sont peut-être optionnels, lesquels sont cruciaux et au centre du coup de notre expérience. Et c'est vraiment quelque chose d'assez important. J'ai souvenir par exemple d'un projet où on a accompagné un incubateur d'entrepreneurs sociaux qui voulait aider les entrepreneurs à tout simplement faire leurs mesures d'impact social de façon voilà, efficace, sans se disperser et d'être voilà, tout simplement relativement proactif. Et donc, on a accompagné notre client sur ce sujet-là et on a redéfini des outils qui étaient à disposition des entrepreneurs pour les aider donc à avancer sur cette mesure d'impact social. Donc, on a travaillé main dans la main avec
avec l'équipe client, avec des partenaires, on a discuté avec des entrepreneurs sociaux pour définir, c'était quoi leurs problématiques, en termes d'engagement et cetera. Et donc on a décidé de vraiment se concentrer sur comment on fait pour les aider à aller plus vite et plus loin sur la mesure d'impact social grâce à des meilleurs outils qui sont plus engageants pour eux, qui leur donnent de meilleures informations, et cetera. Et en toute fin de projet, on a été contacté par une personne qui travaille chez notre client, mais qui n'a pas du tout suivi le projet parce que c'était pas son sujet à ce moment-là, et qui nous dit bah moi je m'attendais en fait à ce que le projet ressemble à autre chose. Je m'attendais à quelque chose qui soit plus de l'ordre d'un jeu, qui permette d'avoir envie en fait d'en savoir plus sur la mesure d'impact social. Et en fait, c'était complètement entendable. Un autre projet aurait pu ressembler à ça, on aurait pu faire quelque chose qui donne envie de s'intéresser à la mesure d'impact social à un petit peu tout le monde. Le problème de tout ça, c'est que en fait, par rapport au projet que nous, on devait mener pour notre client, c'était pas ça l'objectif. C'est-à-dire que quand on a déjà énormément de personnes qui sont intéressées par la mesure d'impact social, qui postulent dans le programme d'accompagnement qu'il faut faire un tri, etc., on ne va pas chercher via la gamification, via d'autres moyens d'ailleurs, à avoir plus de personnes qui sont intéressées par la mesure d'impact, vu qu'on ne peut pas les accompagner. On est obligé de faire un choix et accompagner un certain nombre de personnes. Donc le fait de se dire, OK, j'ai envie d'accompagner mieux les personnes et donc avoir, je ne sais pas, un meilleur pourcentage de personnes qui vont au bout du parcours et qui font leur mesure d'impact social, c'est un objectif complètement différent que de se dire, j'ai envie de passer de 200 personnes qui postulent à mon programme d'accompagnement pour 20 places à 500 personnes qui postulent. Et à ce moment-là, effectivement, peut-être qu'un mini-jeu un peu plus coloré, un peu plus fluo, un peu plus impactant, interactif, etc., qui présente sous un meilleur jour la mesure d'impact était pertinent. Et donc le fait de vraiment définir le bon objectif par rapport au projet, ça permet de changer complètement la suite du projet. Donc c'est quelque chose qui est assez crucial, c'est quelque chose sur lequel on passe pas mal de temps quand on travaille avec nos clients, parce que c'est important et que ça change vraiment tout. Et donc c'est vrai que des fois, ça peut être un peu décevant. On a envie de rentrer dans la créativité, on a envie d'avoir des idées, de faire de la gamification, mais en fait, cette étape-là, elle est cruciale et ça fait partie de la méthode qui permet de faire de la gamification de façon efficace. Un autre aspect donc, que j'ai déjà appuyé à plusieurs reprises dans le webinaire, mais c'est vraiment pour dire que c'est important, c'est qu'il faut analyser les leviers d'engagement de votre public. Ici, vous avez une capture d'écran d'un outil qu'on a développé il y a quelques années en interne avec l'aide d'un doctorant, un docteur en gamification, qui permet de comparer en fait les leviers d'engagement qu'on peut avoir par rapport à un public classique et notre public. C'est crucial de se dire que, par exemple, vous aimez la narration, vous avez envie de parler, par exemple, de, je ne sais pas, zombies, vampires, etc., pour motiver sur un sujet, ça ne veut pas dire que c'est le cas de votre public. Et donc, se questionner sur qu'est-ce qui fonctionne pour votre public, c'est crucial. Donc, on a des outils qui sont disponibles sur notre site web qui permettent de faire ça. Si vous travaillez avec nous, on va vous aider à déployer ce genre d'outils et à faire en sorte de récolter des infos, mais vous pouvez tout simplement aussi prévoir votre questionnaire, faire des entretiens avec les utilisateurs, etc. Dans tous les cas, c'est crucial de décider de quels sont les leviers d'engagement qui sont pertinents et, bien sûr, c'est très lié à la suite, générer des idées de gamification donc, qui correspondent à ces leviers d'engagement-là. Donc pour ça, nous, on a créé il y a un paquet d'années, on a refait une nouvelle version un peu plus récemment, les gamificards, qui sont donc un outil pour générer plus facilement des idées de gamification. Les gamificards, c'est un jeu de cartes qui est découpé sur plusieurs leviers d'engagement. Donc en tout, il y a 90 cartes. Ça permet vraiment de couvrir la plupart des concepts de gamification. Et à chaque fois, vous avez un petit visuel pour vous projeter, une définition et des questions pour aller plus loin, pour se dire, OK, tiens, un challenge, c'est ça, mais comment concrètement je le mets en place dans mon projet? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour éviter les pièges un peu classiques, comment je fais pour avoir un challenge un peu plus personnalisé, etc. Donc vous avez les questions qui vous aident à faire ça. Donc, encore une fois, c'est une ressource qui est disponible sur notre site web pour ceux qui ont envie de télécharger quelques cartes et avoir une première idée de quoi ça ressemble. Si vous avez envie d'acheter les cartes, elles sont disponibles à la vente chez notre partenaire Souriez-vous jouer. Donc ça permet à tout le monde de faire plus facilement de la gamification. Nous, c'est vraiment notre outil phare quand on fait de la gamification, que ce soit en formation, en atelier, en prestation de conseil. On a toujours les cartes avec nous parce que même nous, alors qu'on a l'habitude de faire des projets de gamification, ça nous aide à faire plus facilement de la gamification. Bien sûr, il existe d'autres outils. Donc maintenant, par exemple, partager le deck pour le côté serious game. Il existe aussi donc les mécaniques cartes. On aura un webinaire dans 2-3 semaines pour parler de tout ça.
Mais pour la gamification, vraiment, je vous invite à tester les gamificateurs, à regarder en ligne à quoi ça ressemble. Quand on parle de prototypage dans la gamification, il y a plein de choses qu'on peut prototyper. On peut faire des écrans, on peut faire des choses un peu plus physiques, typiquement avec les médailles de The Conqueror, on peut explorer ce genre de choses. Voir est-ce que ça motive les personnes, est-ce que ça leur donne envie d'aller au bout. Euh, un élément qui me paraît très important à faire, c'est la boucle d'engagement. La boucle d'engagement, c'est un concept qui dit tout simplement que dans la gamification, si on veut fidéliser, si on veut avoir un engagement dans la durée, il faut qu'il y ait des activités qui soient plaisantes et répétables et associer à ça donc des éléments de feedback, des éléments de progression et un déclencheur pour faire en sorte que donc cette action elle se fasse régulièrement. Alors, il y a plein d'exemples dans les applications. Mais si on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à Duolingo a une boucle d'engagement très simple autour d'une journée. Tous les jours, il faut se connecter, faire quelques activités, gagner du coup notre récompense, faire progresser notre flamme sur un nouveau niveau. Et le jour d'après, en fait, si on est un peu en retard, eh ben, on va avoir un déclencheur qui va nous dire il faut repratiquer Duolingo, et donc ça va être une notification. Au bout d'un certain temps, vous allez avoir votre propre déclencheur interne qui est tout simplement se rappeler qu'il faut faire Duolingo. Peut-être que vous l'avez associé d'ailleurs à une étape de votre journée. Je ne sais pas, par exemple, si le matin vous prenez un café, vous pouvez très bien vous dire bah, quand je prends mon café, je fais ma session de Duolingo, ça prend 5 minutes. Et c'est comme ça qu'on crée des habitudes. Donc la boucle d'engagement, c'est un des outils que je conseille à chaque fois qu'on a une volonté d'engager dans la durée. Il faut vraiment se dire qu'en plus de ça, on n'est pas obligé de faire une seule boucle d'engagement, on peut vraiment en faire plusieurs. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. On peut avoir des petites boucles d'engagement, des plus grosses à l'échelle, par exemple, d'un mois, des choses comme ça. Mais c'est un concept qui est vraiment crucial. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez imprimer ce genre de canevas et vous dire, OK, c'est quoi les activités qu'on veut répéter dans notre projet? C'est quoi les feedbacks qu'on a associés, comment l'utilisateur est fait pour progresser ou s'investir davantage dans cette activité et du coup être davantage motivé. Et c'est quoi les déclencheurs qu'on a prévus? Est-ce qu'on a des notifications? Est-ce qu'on a des éléments qui aident à créer une habitude, etc. Et ça va être vraiment quelque chose qui va booster votre gamification de façon assez importante. Je vois plein de projets qui utilisent la gamification, qui ont des éléments de gamification et qui n'ont pas réfléchi à cette question-là. Et finalement, en fait, bah, ça se délite un petit peu, on n'a pas une expérience fluide. Donc c'est un peu dommage. Vraiment la boucle d'engagement, quelque chose d'assez important aussi. Enfin, une chose à faire dans un projet de gamification, je pense qu'il est important, c'est de déterminer le bon niveau de gamification que vous souhaitez. Euh, c'est un schéma qui est un petit peu, comment dire, à, à imaginer dans sa tête parce que l'idée n'est pas de dire qu'il faut être au milieu en termes de gamification. C'est très dépendant du projet. Mais ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand on fait de la gamification, on le fait pour des objectifs spécifiques et donc on a envie d'atteindre un bon niveau d'engagement. C'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est pas de mettre le plus de gamification possible dans un projet, c'est juste d'avoir le plus d'engagement possible. Donc, des fois, plus d'engagement, c'est aussi un peu moins de gamification, parce que la gamification, des fois, elle va être infantilisante, parce que des fois, la gamification, elle va être confusante, parce que des fois, c'est trop compliqué, en fait, tout simplement. Et du coup, il faut définir le bon niveau de gamification que vous avez envie de mettre en place dans votre projet. Typiquement, quand on s'adresse à un public plus jeune, peut-être qu'ils ont plus d'attentes sur le volet ludique, et donc vous pouvez peut-être mettre plus d'éléments. Quand on s'adresse à un public qui a moins l'habitude du jeu, ou qui est sur un sujet sérieux, qui est sur un sujet concret, où il y a déjà en fait de l'engagement qui est présent, parce qu'on a envie typiquement la mesure d'impact, les entrepreneurs sociaux, ils ont envie de faire la mesure d'impact. Parce que c'est important pour eux en fait d'entreprendre de cette façon-là. C'est important pour eux de montrer qu'il y a un impact avec leur projet d'entrepreneuriat. Donc ils ont déjà envie de le faire. On n'a pas forcément besoin de rajouter beaucoup de gamification pour avoir un bon niveau d'engagement. Donc c'est vraiment très important de se questionner sur cet aspect-là. Alors, Elia, dans tout ça, donc je vous laisse peut-être me dire si vous avez des questions sur ce que j'ai pu vous dire jusqu'ici, ou si vous avez déjà utilisé l'IA dans la gamification. Je suis assez curieux, j'en profite pour me moucher. Alors, il y a un petit peu de décalage, hein, forcément, entre le webinaire et vous, mais je vais parler un petit peu d'IA, parce que c'est un sujet qui revient quand même assez souvent dans la gamification. Alors, tout d'abord, premier point, c'est un petit disclaimer, c'est que j'ai préparé donc de mon côté
cette ouverture sur l'IA. Et donc, je partage mon avis selon ma pratique de l'IA. Donc, je pense que si on parle avec d'autres professionnels, d'ailleurs de la gamification ou pas, on n'aura pas forcément les mêmes avis, les mêmes pratiques, etc. Donc, moi, je vous partage vraiment ce que j'ai pu tester et mon avis sur ces questions-là, en sachant que de façon générale, que ce soit l'IA ou d'autres outils, ça fait quand même un paquet d'années que je fais de la veille, que j'aime bien expérimenter un peu des choses, créer des outils, etc. Mais bien sûr, bah, j'ai, comme tout le monde, son activité, à gérer, et donc je ne fais pas non plus, que de l'exploration sur l'IA. Et d'ailleurs, il y a d'autres raisons qui font que je ne fais pas ça. Mais tout ça pour dire qu'on va vraiment parler de mon usage et je suis très ouvert, avec le fait de discuter, de ce que vous faites en termes d'IA. Peut-être que justement ça permettra de faire après un webinaire un peu plus dédié sur l'IA, dans la gamification. Ça peut être très intéressant. De façon générale, j'aimerais bien aussi qu'on puisse parler avec, bienveillance parce que je sais que l'IA est un sujet qui peut, causer un peu de débat houleux et donc, je vous invite à vous exprimer, avec bienveillance. Alors, tout d'abord, un point qui me paraît important de noter, c'est que, l'IA évolue très vite. On le voit très bien, hein, sur l'usage de façon générale. Heu, L'IA, c'est quelque chose qui évolue très vite et un élément qui reste quand même assez, constant, c'est que il y a un impact environnemental très important. Donc là, vous avez quelques chiffres, tirés d'une étude, que moi je suis allé, récupérer sur Basta, mais vous avez les sources en un peu plus petit, sur, du coup, d'où viennent, ces chiffres. Et donc on voit bien que, le fait d'utiliser, l'IA de façon générale, notamment quand on va, travailler sur des images, sur, des vidéos et des choses comme ça, on est sur un usage qui, est assez, consommateur, de façon générale, d'énergie, d'eau, etc. Et donc, on est sur un outil qui, à mes yeux, doit être utilisé de façon intelligente et avec parcimonie, notamment quand il y a des endroits où peut-être que c'est pas très efficace. De façon générale, moi, je me questionne pas mal sur l'usage de l'IA. Et pour illustrer, alors c'est un projet un petit peu différent, mais pour illustrer ce genre de réflexion, il y a quelque temps, j'ai accompagné une startup qui s'appelle Sleepy by Team, qui est à l'origine un projet qui aide les enfants qui font encore pipi au lit alors qu'ils ne devraient plus, à bah, discuter de ce sujet-là et surtout à arrêter de faire pipi au lit. Et ils m'ont sollicité pour, dans une logique de gamification, essayer de créer du lien autrement avec les enfants pour bah, dédramatiser le sujet, parce que c'est source aussi de stress pour eux, forcément, c'est quelque chose qui est assez impactant et leur montrer davantage, comme je vous disais pour le Duolingo, la progression dans le fait d'arrêter de faire pipi au lit, parce que c'est quelque chose qui va les rassurer, mais va aussi peut-être booster la rapidité à laquelle ils arrivent à traiter ce problème-là. Et donc, dans un premier temps, on avait réfléchi à quelque chose autour d'une application avec un usage pour les enfants, et en fait, on s'est dit, en creusant un peu tout ça et avec une logique d'éco-conception, en fait, on s'est dit, mais on n'a pas forcément envie ni de créer un impact supplémentaire au niveau numérique, ni d'avoir quelque chose qui soit un peu trop engageant à destination des enfants, alors qu'on a plutôt envie de les éloigner du numérique de façon générale pour leur permettre de vivre ça autrement. Et donc finalement, on a créé des outils physiques, type jeu de cartes, un peu en mode livre dont vous êtes le héros, avec des histoires, éventuellement un peu d'audio pour que ce soit plus immersif, mais vraiment quelque chose de beaucoup moins impactant en termes de numérique. Et donc, c'est important de se dire que l'IA n'a pas un impact neutre sur l'environnement et que il y a peut-être des usages qui sont intéressants en termes d'IA, mais il y en a peut-être d'autres qui sont à éviter. Et donc, pour parler un petit peu de tout ça, j'ai essayé de découper, l'usage de l'IA par rapport, aux points un peu méthodo que je vous ai présentés juste avant. Et donc, dans un premier temps, on a, 2 étapes qui sont importantes, qui sont cadrer le projet, notamment, faire du travail, de recherche utilisateur et cetera et générer des idées. Les premières étapes un peu du projet de gamification. Pour l'instant, moi je trouve que sur le cadrage du projet, le fait d'avoir accès à, des documents, synthétiser des infos et cetera, on est sur quelque chose qui, en fait, fonctionne. C'est-à-dire qu'on peut donner les documents IA, avoir des synthèses et cetera, mais c'est généralement quelque chose qui finalement est un peu décevant et on peut perdre des nuances, et du détail
Alors que, comme je vous disais, dans la gamification, c'est crucial. C'est la matière première qui va nous permettre de faire la gamification de façon efficace et pertinente. Et donc, en fait, déléguer ça à l'IA, pour l'instant, moi, je trouve que ça fonctionne pas assez bien pour le faire. Donc, j'ai des essais un peu limités, parce que je fais ça sur des projets un peu pour le fun, je fais pas forcément ça pour des projets clients, mais je trouve que jusqu'ici, on est sur quelque chose qui est un peu limité, donc je suis pas incroyablement fan. Sur la phase de génération des idées, du coup, en présentant un brief un peu classique, on va avoir des idées de gamification qui sont générées par l'IA. Je trouve que de façon générale, les idées sont générées de façon assez classique. Donc en fait, c'est vraiment des choses qu'on aurait pu avoir dans les premières idées quand on fait un atelier avec des utilisateurs, avec des clients, etc. Et encore une fois, bah, les gamificards en fait nous permettent de générer des idées de gamification assez facilement, assez efficacement et surtout de, je trouve, mieux trier les leviers d'engagement et d'avoir des idées plus pertinentes. Au-delà de ça, le fait de faire des ateliers avec les clients pour de la génération d'idées de gamification, je trouve ça super, non seulement sur les idées qu'on génère, mais aussi sur le fait de s'aligner sur qu'est-ce qu'on a envie de mettre comme gamification dans le projet, qu'est-ce qui va fonctionner ou pas, etc. Donc en fait, c'est du temps qui, certes, est présent, mais c'est du temps qui, je trouve, est efficace et qualitatif. Et donc, j'ai pas forcément envie de le sous-traiter à l'IA pour avoir un travail un peu finalement bâclé, dans le sens où les idées sont les idées classiques. Donc, encore une fois, sur une première phase, si vous n'avez pas trop d'idées, ça peut être intéressant, mais vraiment avec les gamificateurs, vous verrez que assez vite, vous avez des meilleures idées et plus rapidement que l'IA. Donc, je vous incite quand même plutôt à faire des ateliers de co-design plutôt que de sous-traiter ça à l'IA. En tout cas, moi, mes résultats sont pas si pertinents que ça, je trouve. Encore une fois, je fais ça sur des projets à côté, je fais pas ça sur les projets clients, donc j'ai pas non plus 15 projets que j'ai testés comme ça. Mais voilà, je trouve que jusqu'ici, c'est un peu décevant. Sur le prototypage, par contre, je trouve ça assez intéressant. C'est-à-dire que dans la gamification, il y a des phases de cadrage, il y a des phases d'idéation, et puis après, on a envie de tester à quoi ça va ressembler la gamification, quelle forme ça peut prendre, etc. Et donc, l'IA va permettre de générer assez rapidement des visuels ou des contenus, que ce soit sur des prompts un peu basiques ou en partageant des éléments très spécifiques que vous avez peut-être produits, votre contenu, etc. Je trouve que ça fonctionne assez bien pour faire un premier jet et donc se projeter assez vite sur des ateliers. Donc là, par exemple, je faisais un atelier de mon côté pour découvrir ce qu'est le miso, donc une pâte de soja fermentée, et notamment son historique. Euh, dans les faits, ça permet d'aller chercher pas mal d'infos auxquelles j'avais pas forcément accès parce que potentiellement écrit en japonais, sur des sources, sur des sites un peu obscurs, etc. Ça me permet de challenger certains aspects, ça permet des fois d'avoir des illustrations qui sont un peu mieux que ce qu'on peut trouver sur Internet parce que tout simplement, bah, il n'y a pas y a pas de photos, il n'y a pas de schéma, etc. Donc c'est assez sympa, ça peut habiller un projet d'atelier comme ça que je cherche à rendre plus engageant. Par contre, clairement, sur une version finale, c'est assez compliqué parce que souvent, on est sur quelque chose quand même qui redemande de travailler beaucoup et à ce moment-là, autant travailler avec un illustrateur. Moi, par exemple, il y a énormément de choses que je vais faire en photo moi-même avec mes propres produits, mes ingrédients, etc. Et il y a quand même un vrai sujet qui est bah, les sources, la propriété intellectuelle, où en fait on se rend compte qu'il y a il y a plein de choses qui sont pas foufou, il peut y avoir des hallucinations de l'IA, des sources qui sont utilisées alors qu'on n'a pas forcément le droit, etc. Donc c'est quand même un vrai sujet, et donc je vous invite, moi, à travailler de façon le plus possible avec vos propres outils, vos propres sources, etc. Notamment si vous faites un projet qui a vocation après à être commercialisé. Donc ça, c'était un petit peu ce que j'ai pu voir moi sur l'IA. Alors, comme je vous le disais, on est sur quelque chose qui bouge assez vite. Potentiellement, il y a des nouveaux outils qui se créent, il y a des choses qui vont permettre peut-être de faire des analyses, peut-être de générer des idées plus pertinentes, etc. Mais pour l'instant, moi, j'ai l'impression que l'IA me sert essentiellement sur du prototypage pour aller un peu plus vite parce que je n'ai pas de compétences spécifiques en graphisme, mais que sur des projets qu'on veut finir avec une belle qualité, on n'est quand même pas encore tout à fait au bon niveau et que ça se voit quand c'est un peu trop IA.
Je ne sais pas si vous, vous avez fait d'autres tests, si vous avez d'autres hypothèses, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Alors les futures interventions, parce qu'on a encore 5 minutes devant nous, comme je vous le disais, moi j'aime bien partager des connaissances, des réflexions, ma pratique, etc. autour de la gamification. Et donc, nous avons 2 webinaires à venir en mars. On a un premier webinaire le 12 mars à 12h30. On va pouvoir parler de Gamificart et de Mechanicart, donc 2 outils, des jeux de cartes qui permettent de faire donc, de la gamification ou de la conception de serious games. Donc, je serai avec Marjolaine de Prismatic pour discuter de quel outil est le meilleur. Alors, bien sûr, les deux, en fait, sont très bien, mais en fonction des projets que vous menez, potentiellement, il y en a un ou l'autre qui peut être plus pertinent et vous aider davantage. Donc, on va discuter de tout ça. Et ça fait un moment, en fait, qu'on me pose la question à chaque fois, quel outil est plus pertinent, etc. Donc, si vous avez envie de parler de serious game, c'est aussi le bon moment. Et une semaine plus tard, donc le 19 mars à 12h30, j'invite Adrien, avec qui j'ai déjà travaillé sur des projets de serious game, à nous parler un peu de sa façon de faire pour passer des messages engagés dans les jeux de société, parce qu'il y a une approche assez particulière avec Coco Chéri, où il édite des jeux plutôt au grand public, mais avec des messages de sensibilisation, et donc je trouve que cette approche est très, très inspirante. J'ai pas mal de jeux à lui dans ma bibliothèque, et donc je l'ai invité à discuter de tout ça avec moi. Au-delà de ça, il y aura d'autres webinaires qui vont venir dans les prochains mois, potentiellement pour parler de droits d'auteur, pour parler peut-être de certaines techniques de gamification spécifiques. Si jamais j'ai des retours sur mon intervention sur le volet de l'IA, peut-être que ça peut être intéressant de faire quelque chose de plus proche d'une table ronde pour discuter de l'usage de l'IA. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, à me laisser des petits messages, et en fonction de ça, je proposerai d'autres webinaires. Les webinaires, à chaque fois, sont proposés, comme ici, en live sur LinkedIn, mais ils sont annoncés à chaque fois sur meetup.com/gamification-nantes, qui est le groupe Meetup sur lequel j'organise tous mes événements. Voilà, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas passé par Meetup, pour aller voir, il y a pas mal de choses qui s'y passent. Bien sûr, les webinaires sont disponibles en replay sur à la fois LinkedIn pour ceux qui ont été publiés de cette façon-là et sur la chaîne YouTube Feedback avec plein, plein, plein de webinaires qui sont accumulés depuis des années. Donc, n'hésitez pas à aller voir ce qui s'y passe. Et dans les autres choses à venir, comme je vous le disais, il y a pas mal d'actions de formation qui sont prévues. Donc, vous avez accès aux dates, programmes et tarifs avec le QR code qui s'affiche. Et notamment, j'anime des ateliers en mode initiation à la gamification. On va un peu plus loin sur les leviers d'engagement. On prend en main les gamificards pour travailler sur des projets de façon collective. Et donc ça, c'est sur une journée. Donc à Nantes, Lille, Marseille, éventuellement d'autres lieux en fonction des invitations et sollicitations que je peux recevoir. Et pour ceux qui ne sont pas forcément sur les bonnes villes, ça arrive. Il y a aussi, donc le 21 avril, la possibilité de faire soit la fresque de la gamification, soit la journée complète de formation en ligne directement, parce que ça fait des années que j'anime maintenant des ateliers en ligne, donc c'est une belle option que de se connecter de cette façon-là et de suivre l'atelier, que ce soit la phase de la gamification, l'atelier gamificart, etc. Je reste à votre dispo si vous avez des questions aussi sur les actions de formation. Que nous arrivons maintenant au terme de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, des remarques, je reste à votre écoute. Et sinon, je vous souhaiterais un bon repas pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Alors, avec le délai, il y a forcément un peu de décalage. Je regarde un petit peu. Hop, ouais, Kevin qui disait bonjour. Benjamin, merci pour le webinaire. Très intéressé pour suivre cette formation de la gamification en ligne. Bah, du coup, Benjamin, n'hésite pas à regarder le QR code. Sinon, je t'enverrai plus tard le lien pour avoir toutes les infos. Merci à tous ceux qui ont suivi le webinaire. Donc, il y en aura d'autres, hein, n'hésitez pas à venir, c'est toujours chouette. Là, quand je suis tout seul, c'est un petit peu descendant, mais
quand j'ai un binôme de webinaire, c'est assez chouette pour les échanges. Avec plaisir, Maxime, Elodie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez aussi m'envoyer un petit MP après le webinaire. Et donc, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé, et puis à une prochaine, que ce soit pour une action de formation ou pour un futur webinaire. Allez, bonne journée à tous.